Premier discours, vous venez de l'entendre, de Valérie Pécresse, désignée il y a tout juste une semaine par le parti Les Républicains. Discours depuis la Mutualité à Paris, vous l'avez compris, sur les grands thèmes de son projet, où il a été question à la fois d'immigration, de police, de travail, de cette France dont on doit être fier, dit Valérie Pécresse. Cette France au premier rang, la France encore, la France toujours, a-t-elle conclu son discours avant cette nouvelle photo de famille rassemblée, le rassemblement donc mis en œuvre toute la semaine par Valérie Pécresse avec tous les autres candidats du Congrès autour d'elle. Après-midi de meeting, encore une fois sur LCI, que l'on suit en direct en votre compagnie. Discours de Valérie Pécresse. On suivra tout à l'heure le discours de Yannick Jadot. Décryptage entre les deux avec Julien Arnaud de notre service politique. Bonjour, qui nous accompagne cet après-midi. Marion Pariset, bonjour, secrétaire général du think tank Le Millénaire. Et Benjamin Morel, bonjour. Maître de conférence en droit public à l'Université Paris 2 Assas. D'abord, vos impressions générales. Que retenir de ce discours? Je disais finalement un discours sur ses fondamentaux, Valérie Pécresse. Un discours qui vient rappeler les thèmes et de manière assez intéressante pour elle, puisque aujourd'hui, même s'il y a eu la dynamique des primaires, l'auditoire, les Français commencent à s'intéresser pour une majeure partie à la présidentielle, et il lui manque encore de pouvoir parler plus largement, au-delà de son petit électorat de droite classique, des adhérents, les 100 000 qui sont allés voter au Congrès des Républicains, et de pouvoir gagner plus largement, de pouvoir s'adresser également à l'électorat plus de droite tenté par Éric Zemmour, tenté par Marine Le Pen, et l'électorat de droite qui a été ou est tenté encore aujourd'hui par Emmanuel Macron. Donc un enjeu pour elle de pouvoir porter ses discours et de pouvoir développer ça de manière plus large, d'avoir un public tout simplement. Et on a cette impression de globalité dans son discours. On voit qu'elle commence par un ton un petit peu personnel. Je suis née un 14 juillet, dit-elle. Après, elle met en avant certains de ses thèmes de campagne. Et puis, on sent un creux des critiques envers Éric Zemmour. Et puis, des critiques plus nominatives envers Emmanuel Macron. Il fallait que ce soit global comme ça? Oui, probablement. Si vous voulez, moi, je serais tenté de qualifier ce discours de discours d'unification et en même temps de positionnement. D'unification parce que vous retrouvez tous les thèmes traditionnels de la droite qui permettent d'unifier son électorat. Il y a très peu de propositions concrètes. Or, pour le coup, on ne peut pas reprocher à Valérie Pécresse de ne pas avoir des propositions concrètes. On a des candidats qui aujourd'hui fabriquent leur programme. Elle a déjà un certain nombre de mesures qu'elle a dû développer pour la primaire au sein de la droite. Donc, on a une candidate qui peut avancer sur des propositions concrètes, mais qui ne s'y aventure pas. Parce que visiblement, ce qui pourrait être concret pourrait cliver au sein même de la famille politique. Et là, il fallait vraiment unir, parler, unifier les différents courants de LR. On est dans la droite ligne de cette semaine, où elle a été voir chacun des candidats qui ont perdu le Congrès. Exactement. Donc ça clôt cette semaine de rassemblement. Ça clôt cette semaine de rassemblement avec cette petite formule, une pour tous et tous pour une. Donc il y a cette volonté vraiment de clore ça et d'unifier. Et ensuite, c'est un discours de positionnement, parce qu'en effet, il s'agit d'expliquer ce qui n'est pas que le LR, ce n'est pas Emmanuel Macron, et que LR, c'est pas Éric Zemmour. Et donc on essaye de mettre en avant des éléments qui relèvent pas encore une fois du programme, mais qui relèvent vraiment des valeurs, du positionnement politique, qui permettent aujourd'hui de faire la distinction entre LR, LREM et le parti d'Éric Zemmour. C'est important de le rappeler. Ouais. Exactement. Donc là, il y a quelque chose qui, pour le coup, peut arriver en effet à fédérer la droite et à fonctionner. Ensuite, ce qu'elle ne fait pas, c'est peut-être, et c'est aujourd'hui toute la faiblesse de LR, c'est s'adresser à d'autres électorats hors justement cette base-là. On ne voit pas forcément de signaux à l'électorat populaire, on ne voit pas non plus forcément de signaux à la droite de la droite. Donc ça arrivera probablement dans un second temps, parce qu'aujourd'hui, l'électorat LR est peut-être trop restreint pour vraiment assurer un second tour de manière certaine à Valérie Pécresse. Mais malgré tout, on est là dans une temporalité de la campagne qui est une temporalité du mois de décembre. Oui, c'est ça. C'est pas le moment de développer certains thèmes, c'est pas le moment forcément d'aller chercher à droite à gauche. On reste sur les fondamentaux. Pour l'instant, on reste dans le rassemblement avant Noël. Oui, elle a gagné, je dirais, déjà en tenant le timing de son discours. Elle a commencé à l'heure, elle a fait 45 minutes. Oui, donc ça, c'est bien. Ça, c'est bien. C'est exactement. C'est pas le cas de tout le monde. Mais je suis d'accord avec Benjamin. C'est-à-dire que on voit bien que c'était un meeting et un discours, je dirais, d'affichage et de mobilisation et de motivation. L'affichage, parce qu'effectivement, il fallait
clore cette semaine de rassemblement, en tout cas de la volonté de rassembler. Donc on l'a vu à la fois sur scène avec tous les ténors, les anciens candidats, les perdants qui étaient présents, mais aussi avec Christian Jacob, le patron du parti, il y avait Gérard Larcher, il y a Rachida Dati, François Baroin. Donc ce sont eux aussi qui vont mener campagne. Elle a dit ce matin à huis clos devant les mêmes cadres. Cette fois-ci, il n'y avait pas la presse, mais elle leur a dit ils vont se déployer sur le terrain. C'est sa fameuse équipe de France à Valérie Pécresse. Donc l'affichage, il était là avec aussi deux noms qui ont résonné. Jacques Chirac a cité Valérie Pécresse et Nicolas Sarkozy, notamment quand elle a dit à la fin « j'ai besoin de vous ». C'était une phrase typique. Alors Emmanuel Macron l'a repris depuis, mais c'était traditionnel des meetings de 2012 de la campagne de Nicolas Sarkozy, terminé toujours en disant « aidez-moi, j'ai besoin de vous ». Donc elle reprend aussi ce slogan. Pour embarquer tout le monde avec elle. Exactement. Et la mobilisation, elle passe effectivement. Alors ce sont des cadres, mais ce sont eux qui font campagne aussi sur le terrain. C'est le bouche à oreille, ça passe par eux, ceux qui étaient présents dans la salle, et avec quelque chose d'assez nouveau, je dirais, dans son discours, une adresse à la toute fin à la jeunesse. Et ça, c'est important parce qu'elle a vu aussi que dans les autres, je dirais, partis politiques, on le voit notamment chez Éric Zemmour, avec cette génération Z, cette jeunesse qui se mobilise. On sait aussi que les jeunes avec Macron, ce sont eux qui ont commencé à faire la campagne pour celui qui n'est pas encore candidat, mais pour le président de la République, à défendre son bilan en tout cas. Et elle parle de cette génération tricolore, Valérie Pécresse. Donc elle a aussi la volonté de mobiliser les jeunes. Et c'est à eux aussi, en partie, que s'adressait ce premier meeting de candidates. Oui, effectivement, c'est peut-être pas anodin qu'elle lance cette adresse à la jeunesse à la toute fin de son discours. Ne doute pas, ne tremble pas, dit-elle aux jeunes. Battez-vous pour cette chance d'avoir 20 ans dans un pays libre. Soyez la génération tricolore audacieuse. Il y a un déficit chez les LR pour ce vote de la jeunesse ou pas? Le vote de la jeunesse, de toute façon, pour les partis politiques, il est difficile à obtenir. On a quand même une jeunesse qui est globalement plutôt dans l'abstention et qui, si elle n'est pas dans l'abstention, est plutôt attirée par les partis extrêmes, par du coup Éric Zemmour. Actuellement, peut-être qu'ils ont quitté un peu Marine Le Pen pour aller vers Éric Zemmour. Et de l'autre côté de l'échiquier, Jean-Luc Mélenchon, qui attire aussi également tout son lot de jeunesse. Et finalement, au milieu, on a encore une part de jeunesse, soit qui est dans l'abstention, soit qui est plus dans les aspects modérés et qui aujourd'hui, pour le moment, se retrouve plutôt dans Emmanuel Macron, qui a incarné en 2017 ce mouvement, justement ce renouvellement, avec sa candidature du président le plus jeune dans l'histoire, qui a permis d'attirer une partie de la jeunesse et notamment toute la jeunesse des grandes écoles qui s'est retrouvée dans cette candidature. Alors, est-ce que cette jeunesse-là peut basculer vers Valérie Pécresse? C'est pas impossible, parce que c'est une candidature aussi qui est là et en disruption, qui déjà simplement d'avoir une candidature féminine dans une jeunesse qui est très impliquée et qui est très engagée sur toutes les questions de féminisme et sur la place des femmes dans la société. Ça peut être un argument qui parle à une partie de cette jeunesse-là, mais je crains que de toute façon une grande partie de l'électorat jeune, notamment moins de 25 ans, reste quand même globalement démobilisé parce qu'elle est plutôt en rupture avec les partis. Les grands partis, oui. Et pour appuyer cela et un petit peu nuancer, je dirais, dans la dernière enquête qui avait été faite par l'IFOP, notre partenaire, notamment sur les intentions de vote, on voyait que, c'est ce que je vérifiais, que les moins de 35 ans, ils allaient en priorité chez Emmanuel Macron, parce qu'Emmanuel Macron fait le plein aussi du côté des jeunes, et chez Marine Le Pen, 28 et 19 dans la répartition. Ensuite, ça part chez Éric Zemmour à 9%, mais chez Jean-Luc Mélenchon, beaucoup plus à 15%. Et pour Valérie Pécresse, dans le cas de Valérie Pécresse, c'est 6%. Donc on voit effectivement qu'il y a quelque chose à faire du côté des Républicains, même si les jeunes Républicains, un mouvement qui n'existait plus encore il y a quelques semaines, ils communiquaient, il y a un an, ils étaient à peu près à 1500 adhérents. Aujourd'hui, ils étaient à peu plus de 10 000, à 10 à 13 000 avec ce congrès. Donc on voit aussi qu'il y a eu un engagement. Mais on l'a vu aussi cette semaine avec une réunion des Républicains avec Zemmour. Ça se passait dans Paris. Beaucoup de jeunes LR sont aussi allés là-bas. Certains ont été suspendus, notamment de leurs fonctions à l'issue, parce que on voit qu'il y a cet attrait pour une certaine droite, et c'est ce qui est cette hémorragie. Alors, c'est pas non plus, on n'arrive pas à le quantifier, mais ce sont des petits signes, et justement, elle essaye, Valérie Pécresse, de leur dire, venez à moi, j'ai une promesse aussi, j'ai quelque chose à vous apporter. Oui, il faut faire attention sur le vote jeune, parce qu'en réalité, vous avez une vraie rupture, généralement, dans les enquêtes, entre les 18-25 et les 35-45. Grosso modo, l'entrée dans la vie active, si je veux être caricatural, induit une profonde réformation du vote. Alors que ce soit, tout bêtement, le fait de voter, parce qu'on a une abstention massive sur cette catégorie d'âge, et également l'orientation
du vote. En effet, c'est plutôt un tiers gauche de la gauche, un tiers Macron et un tiers Le Pen, en règle générale, dans toutes les enquêtes. Ensuite, vous avez un problème structural de la droite parlementaire, qui très clairement a une structuration en termes de vote concernant l'âge qui est parfois un peu caricaturale. Grosso modo, plus vous augmentez dans la pyramide des âges, plus vous votez à droite, plus vous descendez, plus vous avez des difficultés à voter pour la droite parlementaire. C'est vrai pour LR, mais ce n'est pas vrai que pour LR. Si vous regardez la structuration du vote pour la CDU-CSU en Allemagne, c'est exactement la même chose en réalité. Donc vous avez aujourd'hui pour cette famille politique une difficulté à parler à la jeunesse qui est réellement structurelle, qui est liée, je dirais, à une forme de difficulté idéologique avec cette catégorie d'âge. Concernant les prochaines élections, ce n'est pas forcément un vrai problème, tout bêtement parce qu'on a une catégorie d'âge qui vote relativement peu, dont le vote ne s'oriente de toute façon pas vers LR. Le problème de Valérie Pécresse, c'est pas d'abord de parler à la jeunesse, c'est de trouver d'autres électorats. Pour trouver d'autres électorats, il y a deux possibilités en réalité. Soit vous lorgnez vers le centre qui est aujourd'hui capté par Emmanuel Macron, donc des CSP+, plus centristes, soit vous lorgnez vers l'électorat populaire qui est aujourd'hui plus campé par Marine Le Pen. Donc vous refaites un peu l'union que faisaient jadis les grands partis de droite populaire. Dans les deux cas, ce n'est pas forcément compatible, mais la droite va devoir le faire parce que quand vous regardez aujourd'hui les enquêtes d'opinion, elles sont réalisées sur une base d'abstention de 40 à 50%. Or, cette base d'abstention, on peut penser que d'ici le mois de mars, avril, elle ne sera pas la même. Et donc à partir de là, la droite, si elle ne va pas chercher de réserve dans l'abstention ou chez les autres candidats, va naturellement baisser. Donc pour Valérie Pécresse, il ne faut pas d'abord s'adresser à la jeunesse, il faut d'abord chercher plutôt a priori l'électorat populaire. Ce que vous disiez tout à l'heure, c'était pas le moment. Juste, la pique à Emmanuel Macron la plus cinglante, c'est envers finalement le régalien. Là aussi, il faut se différencier absolument d'Emmanuel Macron. Donc elle le dit, Emmanuel Macron est coupable d'avoir mis 3 ans à découvrir le séparatisme, coupable d'avoir enterré le rapport Borloo, coupable d'avoir été capable coupable d'avoir parlé, d'accuser la France de crimes contre l'humanité. Un président ne devrait jamais dire cela. Et elle répond à tous ses adversaires, Valérie Pécresse, parce que c'est l'argument qu'on entend dans les oppositions en disant, regardez, Valérie Pécresse, c'est simplement Emmanuel Macron au féminin. Voilà ce que tous les autres partis disent. Elle montre, elle dit non. C'est pas vrai. Et elle a en partie raison, Valérie Pécresse. Quand on a suivi ses campagnes, notamment au régional, etc., elle a quand même un terrain très à droite sur le sécuritaire, sur l'immigration. Et l'influence de Patrick Stefanini, qui est son directeur de campagne aujourd'hui, mais qu'il a été pour les régionales de 2015 et de 2021, qui a été auprès de François Fillon en 2016, qui a été auprès de Jacques Chirac en 95, n'y est pas pour rien. Mais ce côté de droite, elle l'a toujours eu, Valérie Pécresse. Alors après, certains ont voulu ou pas voulu le voir ou ont minoré, etc. Mais elle a toujours eu cet aspect-là. Et aujourd'hui, donc, elle répond surtout à ses adversaires qui lui disent non, l'Emmanuel Macron au féminin, c'est pas moi. Voilà, il faut chercher ailleurs, mais c'est pas moi en tout cas. Parce qu'il faut aussi répondre à une partie de ses électeurs, des Républicains, qui étaient peut-être tentés par Éric Ciotti, qui ont voté Ciotti, qui se disent « Oh bah non, c'est Valérie Pécresse, ça va être plutôt une droite molle ». Bah elle leur répond « Non, moi je serai une droite forte. » Ma droite est franche, dit-elle, et mon projet est radical, car la situation en a besoin. Et voilà, elle répond. Puis elle reprend des arguments de François Fillon pendant la campagne de 2016. Ceux qui ne l'avaient pas vu venir, on parlait entre Nicolas Sarkozy, sa droite forte, Alain Juppé, certains disaient « Regardez, il est pas, c'est pas finalement... » que l'identité heureuse, parce que si on regarde l'immigration, il est dur. Et puis il y a François Fillon qui est arrivé, qui a dit, attendez, moi, ma droite, elle est là, elle est dure, elle est radicale. Donc on retrouve un petit peu cette petite musique-là aujourd'hui. Oui. Et il y a quand même également, enfin, vous mettez, ce sera Emmanuel Macron ou nous, mais il y a quand même un appel au vote utile pour une grande partie de l'électorat de droite, en considérant grosso modo que même s'il peut y avoir une partie de l'électorat de droite qui se sent plus en affinité avec Éric Zemmour ou avec Marine Le Pen, il n'y en a qu'une qui pourrait emporter le second tour face à Emmanuel Macron, c'est elle. Et cet appel-là, pour le coup, c'est vraiment la carte de LR. Parce qu'en effet, aujourd'hui, quand vous prenez les valeurs de l'électorat de droite, malgré tout, une partie en veut à Valérie Pécresse d'avoir quitté LR parce que LR aurait été trop à droite il y a quelques années. Donc elle sait qu'elle a là une fragilité. Elle a en revanche une force, c'est ce vote utile. Elle en joue, elle va continuer à en jouer. Oui. Et d'autant qu'il y a quelques mois, on commentait beaucoup le fait qu'une grande partie des Français étaient contre le fait de se retrouver au deuxième tour avec un duel entre Marine Le Pen
et Emmanuel Macron. Donc aujourd'hui, cette espèce un peu hypothétique dont on parlait il y a quelques mois sur un autre candidat qui pourrait finalement s'infiltrer entre l'extrême droite et Emmanuel Macron, il existe. Et il existe d'autant plus que l'extrême droite, que ce soit Éric Zemmour ou Marine Le Pen, a du mal à passer au-delà des discours incantatoires à quelque chose de l'ordre de la proposition concrète et d'incarner une capacité à gouverner. Et Emmanuel Macron, de son côté, a du mal à remplir les promesses qu'il avait pu donner en 2017, qui étaient de pouvoir réformer. Et sur ces deux pans, que ce soit la capacité à gouverner et sur la capacité à réformer, Valérie Pécresse a quelque chose à dire. Est-ce que c'est la fin d'une séquence, là, aujourd'hui? C'est-à-dire qu'il y a eu son élection il y a tout juste une semaine, désignée lors du congrès Les Républicains, après une séance très médiatique. Après, elle a été sur le terrain à la rencontre donc, des candidats malheureux à ce congrès. Et ça se termine par ce discours avec une nouvelle famille et une nouvelle photo de famille. Elle va passer à autre chose après? Alors, si vous écoutez son entourage, c'est le début de quelque chose qui est en train de se passer. On vous dit, la semaine qu'on vient de vivre, les 16 autres semaines qui nous d'ici l'élection, le premier tour, eh bien ça y ressemblera. C'est-à-dire qu'elle va poursuivre le côté je me déplace avec des ténors du parti, avec ceux qui étaient mes anciens adversaires. Elle va refaire son tour de France, elle va re-sillonner le territoire. Alors, bien évidemment, le discours évoluera et ça rejoint ce que disait Benjamin au début, c'est-à-dire qu'on va petit à petit, à partir du mois de janvier, rentrer dans des propositions. Elle va remarteler ce qu'elle avait pu déjà dire pendant la campagne, certainement le développer, mettre en avant que tous les textes sont prêts. C'est le côté sérieux. D'ailleurs, elle a prévenu un certain nombre de parlementaires lorsqu'elle les a reçus en leur disant vous comptiez prendre des vacances l'été 2022 ? Non. On va bosser. C'est-à-dire que les textes, si elle est élue, ils seront prêts et il faudra les faire voter. Donc cette image de sérieux d'une candidate prête à exercer la fonction, c'est un petit peu ce qu'elle va marteler tout au long des prochains mois. Avec, bien évidemment, dans les prochains mois, ce qu'elle attend et ce que certains attendent, c'est-à-dire le ralliement de poids lourds. Et quand je dis poids lourd, c'est qui? C'est Nicolas Sarkozy, François Fillon certainement qui aura quelque chose, mais c'est vraiment Nicolas Sarkozy. Il le faut. À droite, ça marche toujours. À droite, ça envoie un signe, surtout quand on voit que Nicolas Sarkozy, au même moment, on apprend cette semaine qu'il aurait déjeuné aussi avec Emmanuel Macron, que c'est régulier, etc. Il y a besoin. Alors, ils se sont parlé, ils parlent souvent, il la reçoit, il lui donne des il n'a pas conseils. pris position mais l'affiche. Alors, l'ancien président dit le moment venu, ça viendra, il y aura quelque chose, mais c'est vrai que ça, voilà. Mais il faut choisir le bon moment de la campagne pour que ça impulse quelque chose de nouveau. Donc plutôt février-mars peut-être alors. Certainement. À voir. Léonard Attal est à la Mutualité pour LCI. Vous avez suivi ce discours, Léonard, de Valérie Pécresse depuis la salle. Racontez-nous comment ça s'est passé, racontez-nous l'ambiance. Eh bien, comme depuis ce matin, on a vu une Valérie Pécresse toujours autant portée par cette envie de rassembler. Et c'est ce qu'attendaient les militants présents ici. Pour gagner, il faut d'abord être fort chez soi, a lancé Valérie Pécresse. Et ça, elle l'a bien compris. C'est pour ça qu'elle a joué un peu à l'applaudimètre en faisant acclamer les 4 mousquetaires de la primaire, comme elle les appelle désormais. Et à cet applaudimètre, c'est clairement Xavier Bertrand et Philippe Juvin qui l'emportent. Une pour tous et tous pour une, a-t-elle aussi scandé. Et on a eu une salle littéralement surchauffée lorsqu'elle a rappelé qu'elle était la première femme investie par la droite pour une présidentielle. Après cette semaine portée donc sur le rassemblement, c'est le temps de l'action. C'est ainsi que Valérie Pécresse a fini son discours. Merci beaucoup Léonard avec Éric Josset pour les images. Effectivement, elle a fait applaudir ces 4 candidats, elle les a appelés les 4 mousquetaires, avec cette volonté de rassemblement. On en a beaucoup parlé, on peut le dire. Là, elle a réussi son pari, l'unité. Mais est-ce que ça fait une campagne, c'est-à-dire un peu de Ciotti par là, un peu de Bertrand par-ci, un peu de Michel Barnier? Est-ce qu'à la fin, ça peut être indigeste? On aurait pu se poser la question, je pense, avant l'ensemble des débats. Mais les débats de la primaire ont montré quand même globalement qu'on avait des questions sur le fond, sur des mesures précises que les LR pouvaient mettre en œuvre, que le candidat allait choisir de mettre en œuvre ou pas, mais que les grandes lignes étaient quand même globalement partagées et qu'on cherchait plutôt à savoir qui serait l'incarnation de ce projet des Républicains. Donc aujourd'hui, le fait que les ralliements aient été très rapides entre les 2 tours. Et le fait que Éric Ciotti, malgré le petit faux départ du dimanche, dimanche dernier, qui a été très vite rattrapé, et depuis, il n'a montré que des signes au contraire, se mettre vraiment dans les rangs, d'une certaine manière, derrière Valérie Pécresse.
ont plutôt tendance à aller dans le sens d'une unicité, d'une union derrière cette candidature. Oui, mais c'est forcément un atout. Pardon de pousser la métaphore, mais c'est pas parce que vous avez plein d'ingrédients que vous faites un bon gâteau, quoi. Parce qu'il y en a certains, ça va pas ensemble. Oui, non, c'est un atout, parce que si jamais LR commençait divisé, tout bêtement, il n'y aurait pas eu de dynamique. Donc là, on voit que très clairement, il y a une dynamique Pécresse qui est indéniable. Après, si vous voulez, la question, c'est qu'est-ce qui restera dans quelques semaines de cette dynamique. Vous savez, c'est ce que les Allemands appellent l'effet Schulz, c'est-à-dire que qu'est-ce qui s'est passé en 2018 dans les législatives allemandes? On a eu Martin Schulz qui a été désigné par le SPD, qui a pris 20 points et qui est remonté en donnant le plus mauvais score de son histoire au SPD. On a eu un peu la même chose avec Benoît Hamon, et on a eu un peu la même chose également avec François Fillon, même si c'est plus complexe, François Fillon. Oui, il y a eu la grande question, c'est est-ce qu'on va avoir un effet Schulz, ou est-ce que, même si Valérie Pécresse baisse de quelques points naturellement dans quelques semaines, est-ce qu'elle se maintient dans des niveaux hauts? Auquel cas, on a un espace électoral qui est déjà extrêmement fort. La droite LR a un espace électoral important, mais sur cet espace électoral, elle est concurrencée. Elle est concurrencée par Zemmour, elle est concurrencée par Macron. Tout à l'heure, vous parliez de Nicolas Sarkozy. L'intérêt d'avoir Nicolas Sarkozy dans un meeting, c'est qu'aujourd'hui, vous avez 2/3 de l'électorat Macron qui est à peu près un électorat perméable avec LR et donc qui pourrait être récupéré. Ces 2/3 d'électorat Macron, pour l'instant LR, même avec la dynamique Pécresse, LR n'y a pas encore remis la main. C'est-à-dire que quand vous regardez la dynamique de Valérie Pécresse, elle prend à Zemmour, elle prend à Le Pen, elle prend même à Mélenchon, mais elle prend très peu à Macron, selon les enquêtes, entre 0 et 3 points. Donc vous avez un électorat captif qui peut être récupéré par Valérie Pécresse si la dynamique se maintient. Si la dynamique ne se maintient pas, il y a un risque que cet électorat s'évapore. Oui, donc il faut avoir l'unité du parti, parce qu'il faut arriver, avec ces différents barons du parti, à malgré tout s'adresser à ces différentes composantes de l'électorat avant potentiellement et nécessairement de l'élargir. Oui. Effet primaire indéniable, oui, jusqu'à quand? Forcément, c'est la question. Et c'est clairement un atout de les avoir à l'intérieur. Il vaut mieux les avoir près de soi que dehors, en électrons libres, ne sachant pas ce qu'ils racontent aux alentours, créer des polémiques, etc. Ça a toujours été la technique de Jean-François Copé lorsqu'il dirigeait le parti, l'UMP. On parlait de nomination d'une armée mexicaine, mais c'était fait pour ça, pour que chacun ait un poste et pour que tout le monde soit derrière lui. Quand Nicolas Sarkozy fait aussi campagne avec des sensibilités très différentes, à l'époque de Nathalie Kosciusko-Morizet à Guillaume Pelletier, mais ils étaient là, ils étaient tous là, ils faisaient campagne pour lui. Elle applique aujourd'hui la même chose, ce qu'avait pas réussi à faire François Fillon, et c'est pour cela, lorsque les sarkozystes et les juppéistes n'avaient pas été, je dirais, soignés en quelque sorte par François Fillon, on a vu que ça avait eu du mal à s'enclencher, et pourtant à la fin il arrive à 20% François Fillon avec les affaires. Alors, et ça aurait pu être mieux sur cette dynamique. L'avantage qu'a Valérie Pécresse, c'est que l'électorat de droite est globalement plus loyal et plus légitimiste que n'est l'électorat de gauche, et donc il y a moins de risques quand même qu'il y ait une très forte déperdition, comme on l'a pu le voir sur le cas de Benoît Hamon. Vous parlez de l'électorat de gauche, on va quitter Paris, direction les Hauts-de-France, parce qu'on va suivre un autre discours cet après-midi en direct sur LCI, c'est celui de Yannick Jadot qui se trouve sur ses terres natales à Laon, dans l'Aisne. Première grande réunion publique. Mathilde Guénégan, vous qui êtes sur place pour LCI, première grande réunion publique pour Yannick Jadot depuis sa désignation. Oui, absolument. Officiellement, ce n'est pas un meeting, c'est une rencontre publique. Et Thomas Rosny qui va vous montrer, on s'était un petit peu écarté puisque c'est en cours, c'est intitulé le Forum des possibles. Et vous voyez sur scène, ce sont différents citoyens qui prennent la parole. Nous avons eu le témoignage d'une professeure d'histoire géo, d'une infirmière libérale, et c'est actuellement un agriculteur qui prend la parole. Yannick Jadot s'exprimera dans quelques minutes pour clôturer cette première grande réunion publique. Dans la salle, environ 350 personnes. Ici, on assume le fait de ne pas faire une grande démonstration de force, un grand meeting. Au contraire, on assume vouloir faire de la politique autrement. Alors dans la salle, il y a forcément des militants et des adhérents du pôle écologiste, mais pas seulement, puisque nous avons rencontré juste avant le meeting Danielle, qui est habitante à Laon, la ville natale de Yannick Jadot, où se trouve le meeting. Elle se dit sympathisante de gauche, et quand on lui a demandé ce qu'elle pensait un peu de ce début de campagne, elle était quelque peu désespérée de voir l'état de la gauche et le début de cette campagne. Et quand on lui a demandé est-ce qu'elle était pour une candidature commune, un projet commun, elle nous disait que oui, mais c'était peut-être un petit peu trop tard. Et justement, cette question, elle divise. Il y a ceux qui considèrent qu'il ne faut pas y participer. C'était la proposition d'Anne Hidalgo. Certains considèrent ici que c'est juste une primaire pour les socialistes, alors que d'autres, notamment Sandrine Rousseau, ont un avis un petit peu plus nuancé. Juste avant le début de cette rencontre publique, elle nous a confié à notre micro qu'elle, au contraire, il faut envoyer des signaux d'unité, primaire ou pas primaire, mais au moins cela pour
pose le débat. Donc on attend maintenant le discours de Yannick Jadot dans quelques minutes pour ce premier rassemblement officiel de campagne depuis sa désignation. Vous l'aviez dit, c'était en septembre dernier. Merci Mathilde, merci également à Thomas. Il va forcément falloir qu'il parle de cette proposition d'Anne Hidalgo dans son discours, là, Yannick Jadot. Est-ce que ça parasite un peu son message? Ah, c'est clair que ça parasite en tout cas son premier discours, parce qu'on lui parle que de ça, on lui pose la question, forcément. Tout à l'heure, il fait un 13h sur TF1, mais on lui pose la question. Je pense que certainement, il aurait préféré, lui, simplement exposer le pourquoi, le comment, et espérer une dynamique. Pour faire le lien avec la droite tout à l'heure et Valérie Pécresse, Yannick Jadot est certainement jaloux de ne pas avoir connu cette dynamique et cet effet primaire au lendemain de sa victoire. Donc oui, il y a cette difficulté-là. On a vu aussi les Verts et le candidat, son nom, le parti mis dans l'affaire Hulot, Mathieu Orphelin, son porte-parole, qui a été mis en retrait, etc. Donc tout ça, ça fait aussi, c'est des cailloux dans cette campagne. Et puis, il ne décolle toujours pas. Alors cette proposition d'Anne Hidalgo, il a émis une fin de non-recevoir. Il a dit niet, il persiste ici. Il dit, moi j'ai fait une primaire, je vais pas en refaire une autre. Surtout que, pour le coup, on ne peut pas lui faire grief à Yannick Jadot de ne pas avoir essayé de rassembler toute la gauche. C'est lui la première initiative au printemps et à l'été. On se rappelle des images, les caméras étaient là, on les regardait, on les voyait. Alors Jean-Luc Mélenchon n'avait pas voulu venir, etc. Il y avait certains de ses proches qui étaient pourtant présents. Et puis ça avait fait flop, ça n'avait pas abouti. Donc aujourd'hui, il se dit, attendez, moi je suis lancé, moi j'avais proposé, on n'en veut pas. Alors maintenant, c'est peut-être parce que d'autres candidats ou candidates n'ont pas une super campagne et se disent que c'est la dernière chance. C'est en gros le dernier va-tout pour Anne Hidalgo qu'elle a fait à la va-vite, si je puis dire. Donc lui, il se dit, non, moi je fais campagne coûte que coûte, quoi qu'il en coûte. Oui, oui, c'est ça. On comprend les arguments de Yannick Jadot. Pour autant, on a vu les dissensions au sein de son parti. Certains ne sont pas d'accord. Est-ce qu'il aurait dit non trop vite? Il a dit non trop vite. Non, si on considère qu'il l'avait déjà proposé, pour le moment, il ne peut pas non plus revenir sur ses propositions, enfin sur la dynamique qu'il a commencé aussi à essayer d'enclencher, même si... pardon, la politique autrement, il y a eu des interventions de citoyens, on l'a entendu, avec un agriculteur, une infirmière, et puis là, un morceau de violon de la qui musique. Est joué dans la salle de Laon, là on l'entend. Oui. Valérie Pécresse parlait de tendresse, c'est peut-être une autre façon de l'exprimer. Oui, un peu de poésie dans cette campagne présidentielle. Effectivement, d'une autre manière, ça peut pas faire sur la question de l'union, et c'est là pour le coup la logique et la cohérence d'une union des gauches peut se poser. Puisque autant sur la droite, les candidats étaient quand même globalement dans une forme de ligne commune, que ce soit sur les questions de l'immigration, sur les questions de ce qu'on attend de la société française, autant à gauche, entre un Yannick Jadot et un Jean-Luc Mélenchon, ou encore Anne Hidalgo au milieu, on est quand même sur des positions qui sont assez drastiquement différentes et qui expliquent aussi la division de leur électorat. Et en plus, on a des personnalités globalement qui sont assez fortes les unes et les autres, et qui n'ont peut-être pas